Bonjour tout le monde, moi c'est Théromique et bienvenue dans ce premier épisode d'un podcast absolument incroyable sur Yu-Gi-Oh! Et les TCG. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis d'abord avec Mélo. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ça va très bien, merci beaucoup de le demander. Et tu n'es pas tout seul toi aussi car nous avons une troisième personne avec nous qui s'appelle Crazy Bomb World. Salut à tous, j'espère que vous allez m'apprécier même si je suis belge. On va faire de notre mieux, ok. J'arrête ce stream tout de suite. Non, c'est L'intolérance une fois de plus. Non, absolument pas. Plus jamais je ne dirai 90, c'est promis. Ok, c'est bien. Il a le passing. On dirait un français quand il parle, donc ça va. Et je suis... Voilà. Attention, on n'avait même pas commencé ce podcast depuis 1 minute et nous sommes déjà racistes. Et ça montre que l'épisode va être de qualité. Les amis, en fait, on va commencer par se présenter un petit peu. La raison pour laquelle vous êtes dans ce premier épisode de ce podcast-là, parce que on se connaît depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, je crois que ça fait bientôt 10 ans. Ça fait 10 ans. Qu'on traîne ensemble. Ça fait 10 ans, ouais. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans là. Cette année, ça fait 10 ans. Tu as fait partie d'un groupe de chanteurs, de coveristes sur internet, de Yu-Tai-Te. Et je te laisse continuer la suite, je parle pour toi en fait. Oui, bien sûr, j'ai fait partie d'un groupe de coveristes du coup de Yu-Tai-Te qui reprenaient des chansons en japonais. Et on les faisait sur scène, on était 11 et c'était très très bien. C'était incroyable et on a fait ça à la Made in Asia. Et ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés parce qu'on avait des amis en commun. Et vous avez aussi vu Mélo sur la chaîne parce que dans les premières vidéos qu'on a fait, il est sur le duel Dragon Blanc aux yeux bleus contre Magicien Sombre, duel d'anthologie. Et bien sûr, n'est-ce pas? Et tu as fait aussi plusieurs miniatures pour la chaîne. C'est toi qui as fait celui sur Jeff Leonard, celui sur Neshi. Tout à fait. Et celle sur Jess, si je me trompe pas. J'ai fait la photo de profil, j'ai fait les personnages que tu utilises pour faire des petites réactions. Et ta photo de couverture aussi. En fait, Mélo est le directeur artistique de cette chaîne, si pour résumer c'est en un gros. peu ça. C'est plus ou moins ça. C'est un mur porteur. Hein, voilà. C'est un mur porteur. Sans lui, rien de tout ça n'existe. Et je crois que Crazy, je pense qu'il y a peu de gens qui ont besoin de te présenter, qui ont besoin d'une présentation avec toi, mais vas-y, dis-nous qui tu es. Juste pour quand même, hein, ce serait très égocentrique de ma part. Tu sais, un peu comme la description Twitter de Robert Downey Jr. qui disait vous savez qui je suis. Non, on n'en est pas à ce point-là. Je suis Crazy Bomb, un comédien de doublage belge, et sur YouTube, je réalise des chroniques telles que les Crazy Bomb Show, où je critique des films et des séries avec des personnages cartoonesques, et je suis principalement connu à mon échelle sur Internet, avec le concept des résumés foireux, qui est une série de doublage parodique sur plein d'animés et de films. Voilà. Et donc ce qui est rigolo, c'est que tu te présentes d'abord en tant que comédien de doublage plus que youtubeur actuellement, c'est ça? Disons que moi, j'essaie de me mettre dans les deux catégories, c'est-à-dire que les années précédentes, évidemment, je me mettais que dans la catégorie youtubeur, parce que je me disais, le doublage pro, j'en fais pas tant que ça, mais depuis fin 2024, ça commence à bosser, quoi, donc j'aime bien les deux étiquettes, je me sens plus ou moins de plus en plus légitime au fur et à mesure du temps, comme tu diras, n'importe quel comédien apprend toujours au fur et à mesure, c'est comme un chanteur ou quelqu'un qui joue d'un instrument, il y a toujours des choses à apprendre, mais je complexe un peu moins, et les opportunités apparaissent devant ma porte, et c'est cool. Ouais. Bravo, incroyable. Où est-ce qu'on peut t'entendre déjà en tant que dans la série traditionnelle? Pour l'instant, je ne peux rien dire parce que ça n'a pas été encore diffusé. Et tu sais, les contrats de confidentialité, à tout moment... J'essaie d'être un journaliste d'investigation, voilà. Vous n'aurez pas ça aujourd'hui. Voilà, à tout moment, Richard Darbois va apparaître avec un fusil de sniper. Voilà, on ne sait pas. Les légendes disent que c'est vrai. Voilà. Richard Darbois, du coup, intéressant. Tiens. Les Français veulent savoir. Non, très bien. Et du coup, Crazy, je pense que ça fait très longtemps aussi qu'on se connaît, quasi 10 ans aussi en vrai. Et on s'est déjà croisés à quelques reprises à la Made in Asia, mais je ne sais pas si c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais on s'est croisés via des projets interposés, on va dire ça. On sait ça. Moi, je me rappelle qu'on se connaît parce que ça, il y a très très longtemps, tu parlais avec Cartaz. Et du coup, on s'est un peu découvert comme tu dis, par interposition comme ça. Et on s'est vu à une Made in Asia aussi, je ne sais plus exactement laquelle, mais pas loin de celle où j'ai rencontré Mélo. Donc voilà, ça fait... Je pense qu'on est les vieux copains, quoi. C'est ça, on est vraiment les vieux copains pour le coup. C'est terrifiant. Vous savez que moi, cette pensée me terrifie que j'ai des gens d'internet que je connais depuis 10 ans, je suis en mode...
Ok. Non, moi je trouve ça trop marrant. Oh, c'est trop cool. non. Comme ça, on voit les rides apparaître, c'est trop cool. Moi, il y a le Ah, ça avant, dépend après, pour qui, quoi. ça dépend pour qui. Hein. J'ai des rires de sourire. J'ai déjà des rides de sourire déjà, donc je me dis faut que je souris moins pour avoir moins de rides. Mais c'est pas, enfin, c'est- Non, non, c'est Ah, l'inverse. tire la gueule en vidéo, voilà, c'est ça le secret. c'est ça. Je deviens Feldup. J'ai un peu replongé dans Yu-Gi-Oh grâce à vous. Et c'est peut-être un peu pour ça que j'avais envie de vous avoir pour ce premier épisode de ce podcast qui n'a actuellement pas de nom. C'est que moi j'ai repris Yu-Gi-Oh fin 2018 au courant 2019 et c'était moi j'ai un souvenir assez puissant que j'arrive chez toi Mélo ou alors chez en tout cas on était à Namur à l'époque. Ah, c'est pas chez moi, c'était chez Ouais, c'est des amis tout à fait. communs. À la coloc À la coloc d'amis de- à nous qui étaient à Namur. Ouais, c'est ça. Et j'avais mes decks d'enfance littéralement. J'avais découvert Card Market il y a quelques semaines et j'avais acheté des forces de miroir et genre des Ah oui, Ouah, c'est vrai. Métamorphe, c'est trop bien comme carte. Et je vois Mélo. Tu arrives, est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe dans ce moment? Ce qui se passe, c'est que je vois Tero avec ses cartes. Je me dis, oh, tu joues à Yu-Gi-Oh aussi. J'avais amené mes cartes aussi parce que je voulais m'acheter des trucs dans le coin. Et je m'étais remis aussi récemment. Et j'arrive, je vois Tero avec son deck. Il fait, ok, on fait une partie. Il me sort son vieux deck. T'avais quoi comme deck déjà? C'était un vieux Morphotronique, machin. j'avais à l'époque, ouais. Ah, c'était Morphotronique. Et moi, j'arrive avec un deck magie de mousquet. J'avais été remis à Yu-Gi-Oh, mais du coup, le Yu-Gi-Oh récent. Et du coup, je t'ai éclaté, forcément. Mais c'était très rigolo. Et c'est un peu. Et je suis désolé d'ailleurs pour ça. Je m'attendais pas à ce que t'aies un vieux deck. C'est vraiment bébé qui tousse contre bombe hydrogène, là, quand Oui, même. c'était C'est un peu ça. Complètement. Et parce que toi, du coup, Mélo, t'as commencé Yu-Gi-Oh! Enfin, t'as découvert Yu-Gi-Oh! Comment, tu dirais? Bah, j'ai découvert Yu-Gi-Oh comme tout le monde, hein, je pense, avec l'animé sur M6 qui passait. J'ai découvert ça comme ça. Et puis, quand j'allais en Indonésie avec mes parents, mes grands-parents m'achetaient beaucoup de cartes. Donc, du coup, je jouais beaucoup quand j'étais petit. Et j'avais une cousine qui était bien classée dans les tournois en Indonésie. À l'époque, elle avait un deck Magicien des Ténèbres. Elle avait un Moi, deck j'apprends ça magicien. maintenant. Tu vois, on n'a jamais eu cette discussion avant. Je ne savais pas ça. Bah maintenant tu sais. Oui, Incroyable. j'ai une cousine qui avait fait des tournois Yu-Gi-Oh là-bas. Elle avait un deck magicien. C'était à l'époque, c'est le tout début des synchros. Où il y avait encore les decks de démarrage avec Junk Warrior et tout. Et ensuite, je crois que je suis retombé dedans parce que je suis retombé dans l'animé en fait, le nouveau Vrains en fait. Je suis retombé de dans fou. Vrains et du coup je me suis dit j'ai trop envie de rejouer. Et en plus à côté de ma fac il y avait un magasin de jeux de cartes et je suis devenu pote avec le vendeur d'ailleurs. Incroyable. Et du coup c'est comme ça que je suis vraiment retombé dedans. Je pense que c'est vraiment l'animé. Et du coup, c'est vrai que moi, le fait que tu me dises ça me rend compte que je pense que Crazy, je ne sais même pas comment toi t'as découvert Yu-Gi-Oh de ton côté aussi. Oh, avec le dessin animé, hein, avec le Ah, tout ok. premier, avec Yugi, avec Atem, mais je bitais rien aux règles, mais genre vraiment rien de rien. Et Comme aujourd'hui, finalement. Oui, non, pas à ce moment-là, parce qu'en même temps, dans le tout premier dessin animé, déjà avec l'adaptation VF qui faisait un peu tout et n'importe quoi, genre au lieu, ce qui était magique dans le doublage comparé à la version originale, c'est que dans la VO, t'avais des dialogues, genre quand ils activaient une carte, ils expliquaient un peu les règles de la carte, la description et tout. Et dans la VF et même dans la version américaine, ils remplaçaient les descriptions de cartes genre par des blagues ou soit par des sarcasmes des personnages. Du coup, tu bitais rien à ce qui se passait. Et heureusement, dans vraiment le truc qui m'a fait accrocher aux jeux de cartes et aux règles pour mieux comprendre le truc, c'était le jeu vidéo sur PlayStation 2 Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Et qu'est-ce que j'adorais ce jeu, quoi, même si quand tu y rejoues aujourd'hui, il est lent, sa mère, mais en tout cas, tu tissais des relations avec les personnages, genre tu participais à un gros tournoi et tout, et c'était insane pour moi à l'époque. Ça, c'est rigolo parce que je pense que on a chacun notre jeu vidéo un petit peu de choix qui nous a tenu gamin. Parce que moi, c'était Spirit Color sur DS. Ah ouais, J'ai Spirit tryhardé Color. ce truc. Je crois qu'il y a 2 jeux qui m'ont fait tenir. C'était un jeu sur Game Boy Advance qui était très très simple. C'était vraiment Yu-Gi-Oh! À l'ancienne avec Mokuba et tout. Et le deuxième que j'ai poncé, c'était World Championship 2011 sur DS. Ah ouais, Il celui était sur- oui. incroyable. Avec les Ouais. combats de moto et tout, j'étais trop Ouais, bien. ouais, je m'en souviens, je l'ai poncé aussi sur DS. Je sais plus si c'est celui de 2010 ou 2011, mais C'est 2010, mais ouais. non? Je sais plus. World Il y a les deux. 2010. Il y a 2010 et Ah ouais, 2011. Ok. Moi, Ouais. j'avais vu un peu 2010, mais en fait, c'était la cartouche d'un pote que Mhm. je
volait temporairement. D'accord. Elle disparaissait quelques jours et t'es en mode mais j'ai trop perdu ma cartouche. Je fais oh c'est trop dommage et tout et 3 jours plus tard oh elle a réapparu. Ah, c'est bon j'ai retrouvé. Je fais, ah c'est cool. Et Le voleur occasionnel. j'étais seul. Non mais j'étais pas méchant mais je voulais jouer à son jeu quoi. Et du coup Crazy parce que toi tu es un grand fan de héros. Et c'est comme ça qu'on. Je sais plus comment est-ce qu'on a eu cette discussion de Yu-Gi-Oh! À un moment, mais un jour on l'a eu. Parce que mes souvenirs de toi et moi qui jouons à Yu-Gi-Oh! C'est donc sur un vieux serveur Discord, sur un simulateur dont je ne tairai le nom car aussi je ne m'en rappelle plus, mais c'était vraiment un simulateur baisé au sol. Et on faisait des games pas glorieuses, mais qui existaient où tu jouais héros et je jouais n'importe quoi. Mais c'est vrai que pratiquement les seuls decks que je jouais, même encore aujourd'hui, hein, c'est les seuls que je maîtrise plus ou moins, c'est les decks en rapport avec les héros élémentaires, héros masqués, héros de la destinée, héros du mal. Évidemment les decks basés sur les 6 samouraïs. Parce que rien que le design, j'adore. Je suis extrêmement fan de l'univers, de l'esthétique, du tout. Et vraiment la cohésion qu'il y a entre les différents monstres, je trouve ça incroyable. Et en fait, ce qui m'a vraiment attaché avec le concept des héros élémentaires, bah évidemment, c'est la série Yu-Gi-Oh! GX, que j'adore le concept de faire fusionner 2 personnages et le concept de la fusion en général. Et voilà, c'est que depuis, ça m'a pas lâché. Et ouais, il y a aussi tous les trucs en rapport avec les monstres en rapport avec Néos, genre les néo-spatiens et tout. Et ça me frustrait de ouf quand j'étais gamin parce que je me dis, les cartes sont tellement belles, mais les effets sont nuls à chier et le deck est injouable. Ouais, ça. Ouais, mais heureusement, les 5 dernières années, ils ont vraiment buffé le deck de Néos comme jamais parce que là, il est enfin jouable, quoi. Est-ce qu'on est hypé par les prochains héros du mal qui sortent d'ailleurs là dans quelques semaines d'ailleurs c'est vrai. Ah, je vais être odieux. Je vais être, Ah ouais. je vais être le cauchemar de pas mal de potes. Oui. Excellent. Et toi, Mélo, tu dirais, c'est quoi, t'as des decks préférés, des decks de cœur qui te tiennent un petit peu? En fait, le truc, c'est que j'en ai plein. C'est ça le problème, c'est que juste j'aime bien jouer au jeu, donc j'aime bien beaucoup d'archétypes. Je pense que alors, je vais me faire huer dans les commentaires parce que. Mais je suis désolé, j'adore cet archétype. J'adore Fuva. J'adore Fuvagabond Brise. Ah ouais. Fuvagabond Brise. J'aime énormément Fuvagabond Brise parce que les designs sont vraiment incroyables. C'est des arts que j'adore. Et c'est ce qui m'a permis de faire un très bon score au CDF alors que j'avais rejoué genre 2 semaines avant. C'était une dinguerie ça. Avec vraiment c'était un deck que j'avais un deck très très budget que j'ai pris et en vrai je crois que j'avais fait 6-3, c'était pas mal en vrai. 6-2 hein, de 6-2 ou 6-3, je sais plus ouais. 6-3 6-3. Ouais. Ce qui était mieux que genre on était allé avec un groupe de potes au championnat de France de 2024 et t'as fait un meilleur score que des mecs qui vraiment étaient tryhard méta, avaient étudié le jeu, étaient venus préparer et moi je me rappelle te donner une 2e copie de Fissure Dimensionnelle à 22h30 la veille de l'event. On refait ton deck. Alors que normalement les decks, les envois de decks sont fermés depuis 2 heures, mais on se dit voilà, il nique sa mère. Il y avait surtout un bug aussi hein, pour l'inscription. Ouais. Ah, c'était un super moment. Mais ouais, Fuva, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, c'est un deck budget, donc j'adore. Et je pense que mes 2 autres archétypes préférés, c'est Libromancien, que j'aime énormément. J'adore jouer ce truc, même si c'est pas du tout méta, mais vraiment, j'adore juste jouer Libromancien. Et Recette aussi. Ah, les nouvelles, ouais, bien sûr. Nouvelles, j'adore Nouvelles. Rigolo ça. Parce que moi, je me rappelle qu'on a faisait moi, mon grand truc de cœur pendant le temps, c'était Œil Maléfique. Ouais. Je me rappelle qu'on faisait des putains de parties. T'avais un magie de mousquet Endymion. Et moi, oui, ça c'était au tout début, mais ceux avec lesquels on a fait les plus gros duels, je pense que c'était avec Trou Draco. Ah ouais, aussi, bien sûr. Ça, ouais, les Œil Maléfique Trou Draco, la rivalité pendant plusieurs années. C'était assez fou, c'était Trou Draco Météo, j'adorais ce deck aussi. Bon, maintenant il a mal vieilli, il est un peu trop lent, mais. Allez, mais Maître P revient. Je te jure, Maître P va revenir. J'aimerais beaucoup pour le coup. Non, c'est vrai. Parce que moi, je me rappelle aussi Crazy, le play qui me terrifiait chez toi. Ça, oui, j'ai chacun un play. Parce que toi. Chacun a son trauma. Oui, c'est ça. C'est Mélo, c'était la piège météo qui renvoie mon monstre à la main sensiblée. Oh, ça oui. me détruisait mentalement. Et Crazy, toi, c'était changement de masque, envoie 0 absolu au cimetière pour invoquer acide.
Oui, parce que non seulement, parce que pour ceux qui connaissent pas, zéro absolu, bah, dès qu'il quitte le terrain d'une façon ou d'une autre, il détruit tous les monstres de l'adversaire. Et quand Acide Héros Masqué est invoqué, bah, il détruit toutes les cartes magie et pièges de l'adversaire. Donc c'est vraiment le combo en mode on vide tout. Voilà, il n'y a Voilà. plus rien. Tu Il y as, a tu as un une terrain? game, Non. il y a une game avec toi que je m'en souviens. Et je me souviens que t'étais choc barre et pendant 1 minute, t'as rien dit. Donc je savais pas si c'était de peur, de rage, je savais pas. Mais il y avait une game où tu jouais un deck, dragon rouge, non, dragon noir aux yeux rouges. Et voilà, t'as invoqué plein de monstres, tu me défonçais, genre il me restait genre 2 points de vie, une connerie comme ça. Et moi j'avais invoqué genre Néos, allez, désert. Je sais plus, Qu'est-ce qu'il fait Néos déjà? aérien, je sais plus le nom. Ouais. Où en gros, sa faculté c'était de gagner des points d'attaque par rapport à la différence de points de vie qu'il y a entre les deux joueurs. Ah oui, oui. Et que en gros, j'étais one shot en une attaque en fait. Voilà, donc c'était Le mec, moi, je assez suis mis 12 insane. billes dans la Ça gueule. s'est Oui, joué en oui, je me rappelle maintenant. ça s'est joué en 3 tours, je crois. Dans mes souvenirs. C'est bon, je le bats au prochain tour, il n'a plus de points de vie. Oh non, non. C'était 100% shonen ce qui s'est passé. Ça, justement, c'était un truc que j'aimais bien faire quand je jouais Maléfique, justement, c'est t'as l'œil de Maléfique de Gorgonio, qui justement a cet effet-là où moins t'as de points de vie, plus ton monstre gagne de l'attaque, et donc tu reviens, tu fais ton tour, et le mec dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a juste un petit monstre sur le terrain, j'active l'œil de Gorgonio, et je gagne 7000 points d'attaque. Moi, c'est vrai, d'ailleurs, en fait, une question que je me demandais toujours, Crazy, toi, t'as des cartes en vrai? Ou... Alors j'ai des cartes en vrai et c'était que je me souvienne le deck de départ de Kaiba. Ok. Ah, t'as juste Ouais, ça. Ouais, vraiment que ça, à part une ou deux cartes que tu sais qui est offerte avec certains jeux vidéo quand tu les achètes en physique. Et mais du coup, t'as aucune carte héros, c'est ça que t'es en train de me dire? Toi, le plus grand fan de héros que je connaisse n'a aucune Ouais, carte héros. exactement, parce que vraiment, je suis fan hardcore du jeu, mais vu que je les achète jamais en physique, et en fait, je joue au jeu, ben, notamment au travers des jeux vidéo ou à travers des simulateurs pour jouer en ligne avec des potes, tu vois. Je suis choqué. Je suis choc-barre. Donc, Mais non, ouais, mais- je suis une fraude, ouais. Non, attends, non seulement je suis belge, mais j'ai pas l'accent, je suis fan de Yu-Gi-Oh, mais j'ai pas les cartes en physique. Voilà, on peut C'est vrai le que ça dire. me choque aussi, c'est vrai que tu parles souvent des héros, que t'as pas de carte, t'as pas de deck héros, quoi, à toi. Ouais. Bon, on sait ce qu'on offre à Crazy pour son anniversaire, en tout cas. Let's go. Mais toi, parce que toi, Mélo, c'est vrai, toi, moi, je sais que t'as... J'ai vu un peu les cartes que t'as, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que nous trois, on est des grands collectionneurs, on est plus des joueurs par rapport à ça, quoi. C'est vrai que la collection, c'est pas trop mon délire, en tout cas dans Yu-Gi-Oh! Il y a des archétypes que j'aime particulièrement et du coup j'essaie d'avoir au moins le full set de l'archétype, mais sinon le reste, pas vraiment. Ok, moi je vois. Parce que toi, par contre, t'as une plus grande collection Digimon, si je me trompe pas. Oui, effectivement. Mais en même temps, j'ai joué à tous les jeux de cartes qui existent, donc j'ai eu une très grosse période TCG. Et oui, Digimon, c'est vraiment ma cam. Et il faudrait que je m'y remette sérieusement parce que j'adore ce jeu en fait. Vas-y, 2025, Mélo. 2025, on se lance. Ah, mais let's go, hein. On se lance Digimon. Moi, j'ai très envie d'essayer, enfin de réessayer. Il y a des boutiques, on sait où. Allez, c'est parti, quoi. C'est parti. Ouais, mais vraiment, hein, Collection. pour le coup, je serais trop chaud, hein. C'est vraiment Digimon, c'est vraiment mon TCG de cœur. Et je dis c'est pas ça parce que je suis juste fan de Digimon, le jeu est vraiment bien pour le coup. Non, c'est vrai. C'est quoi? C'est j'avais, je sais plus avec qui j'ai eu cette discussion récemment, mais les gens me disaient. Alors, tu penses c'est quoi le meilleur TCG là-dedans? Je dis et à chaque fois je réponds Digimon parce que objectivement c'est trop intelligent comme jeu. Donc toi tu joues à Digimon, t'as d'autres TCG que t'as essayé ou pas? J'en ai testé plein, j'ai testé Pokémon forcément. D'ailleurs, je suis un peu addict à Pokémon Pocket en ce moment. Parce que j'aime Yes, beaucoup le jeu. let's go. Il est très très cool. C'est quoi vos decks de Pokémon Pocket? Euh, c'est Pikachu. Ah ouais, c'est bon. Crazy, tu joues à X, Pokémon Pocket avec nous? Non, pas du tout. Moi, Crazy, tu d'accord. peux venir jouer à Pokémon Pocket avec nous? Et ouais, du coup, j'ai fait Dragon Ball, j'ai fait Digimon, j'ai essayé Magic, mais je sais pas si vous avez eu ce syndrome, mais généralement, les gens qui veulent t'apprendre Magic te cassent la gueule au début pour t'apprendre le jeu et te dire voilà, Ouais, non, c'est ça faut la pas vie. commencer avec un mec, avec un joueur de Magic. Faut commencer avec des potes qui connaissent pas Magic et t'apprends. Oui, ça, parce c'est que- c'est comme au Uno, pour la comparaison, c'est comme si dès la première partie, tu te prenais un plus 16 dès le premier tour, tu vois, Yes. genre un plus 2, plus Oui, 2, c'est plus 2, un plus peu 2. ça. C'est un peu ça. Et là où j'étais, en tout cas, la communauté Magic était plutôt élitiste et assez désagréable de traîner avec. Donc, du coup, j'ai vite drop aussi à cause de ça.
Mais j'imagine que online ça doit être mieux. Il faudrait peut-être que je me mette au online, mais et il y a le système de terrain que j'aime pas aussi. Ouais, ça c'est chiant. C'est frustrant d'avoir trop de terrain dans sa main aussi. J'aime Ouais, bien. c'est un peu particulier. C'est un truc que j'ai pas encore testé, mais que par curiosité, il faudrait que j'essaye. Hearthstone, éventuellement. Ah ouais, c'est bon, Ah ça oui, va. Hearthstone, oui. C'est un peu mort aujourd'hui, mais au début, à l'époque, c'était très très bien. Ce qui est intéressant, Crazy, du coup, c'est que toi, t'es jamais allé en boutique, du coup, c'est ça aussi. Aller en boutique. Genre, aller en j'essaie- tournoi, tu sais, genre, de prendre des cartes et aller dans une boutique spécialisée pour jouer avec des gens, non, ça c'est. Déjà sortir hors de chez moi, autre chose que pour faire des courses déjà. Déjà pas mal, tu vois, comme le mec exploit. est Donc, youtubeur à fond. Oh non. voilà. Et dès que tu vas en convention, tu sais, et que tu te rapproches, tu sais, des grands halls où il y a des tournois et tout, rien que l'odeur, Attends, ça a changé ça. On n'a plus le droit de puer. Hein. C'est vrai. On n'a plus le droit. Non, C'est on a dans plus les le droit, règles. c'est dans les règles. T'as pas le droit de T'as pas vu sentir ça mauvais. Crazy, Mais non. c'est dans les règles, j'ai fait une vidéo là-dessus. Maintenant, tu Putain, n'as plus le droit de quelle puer. vie. Tu dois Parce être. que j'ai tu dois vu être la déodorisé, news quoi. où je me souviens d'avoir vu la news il y a 2 enfin allez vers milieu d'année 2024 où il y avait une meuf qui justement a essayé d'aller dans un tournoi et genre elle a arrêté après 1 ou 2 tours par forfait parce qu'elle disait ça puait trop Ouais, en fait qu'elle en ouais, pouvait ouais. plus. Moi, j'ai eu ça une fois. J'ai déjà raconté en vidéo celle-là, Oui, mais. Tu m'as déjà raconté. Ouais, oui. c'est ça, il y a un mec. J'ai eu ça. L'expérience, c'était un seul mec où on jouait au championnat de France 2019, je pense. Et j'étais là vraiment venu en casual pour m'amuser. Le mec puait en face de moi. Mec round 4, quelque chose comme ça. Et il me détruisait aussi. Il faisait un gigantesque deck combo qui ressemblait à rien. Et au bout d'un moment, j'étais en mode bon, non, mais je vais pas rester 10 minutes à le regarder faire son combo. Bro, t'as gagné. Ça fait plaisir. On se serre la main. Non, non, t'inquiète pas. Non, ça fait plaisir. Et je 10 suis minutes en parti, apnée, là. c'est ça, je suis parti vite prendre Est-ce l'air. qu'il avait comme dans les cartoons, tu sais, genre de la vapeur verte qui sort de ses mains ou pas? Il était en débardeur. Oh God. Ouais, c'est ça. Les Marcel épaules à blanc. l'air. Et ouais, vraiment, c'est en bon Marcel. La vapeur verte, tu l'imaginais assez facilement, quoi. Genre. Mais c'est le seul. Après, c'est le seul. Tu sais, c'est genre. J'aime pas trop raconter non plus cette histoire parce que il y a la 99% des gens que je vois, c'est tranquille. Ils sont même très. Il y a des gens qui sentent bon, même d'ailleurs. Mais. Il passe son temps à sniffer les Ça arrive maintenant, les gens sentent candidats. bon. Je vous jure, je venais en tournoi, C'est les vrai. gens sentent bon maintenant. Ça, c'est vrai, ça. Ah là là. Non, et puis genre à la fin du tournoi, ça compte moins parce que bah du coup, c'est bon, ça fait 4 heures que t'es dans une cave avec des mecs. Vas-y, quoi, vas-y. À un moment, c'est la physique, quoi. Mais c'est. Ouais, admettons. Du coup, ce que je me demandais, c'est que toi, Crazy, t'es plus un fan de l'univers, de tout ce qui est l'esthétique de Yu-Gi-Oh! C'est quoi tes générations préférées de l'anime, tu dirais? Évidemment, celles qui m'ont le plus marqué niveau esthétique, évidemment, tout ce qui est en rapport avec Yu-Gi-Oh! GX, où tu prends vraiment conscience de la beauté esthétique de certaines cartes. 5DS, ça a été vraiment 5Ds, comme disent certains. Ça a vraiment été un gros tournant où tu prends vraiment conscience que ouais, Yu-Gi-Oh! Ça peut être encore plus grandiose, encore plus complexe. Et en toute honnêteté, quand j'ai vu l'apparition des invocations synchro, je me suis dit, ok, là, ça va trop loin, je bite rien du tout. Et après, c'est quand tu mates l'animé, tu dis, ah, ok, ça se joue comme ça, ok, très bien. Et non, franchement, le côté, je dirais pas cyberpunk, je sais pas si c'est le bon terme pour 5Ds. Ouais, science-fiction, dystopie en vrai, mais. Ouais, Ouais, dystopie, voilà, dystopie, ça correspond mieux. Le côté dystopie, un peu futuriste et tout. Et les gens se moquaient un peu du concept de « Ah, ils jouent sur des motos, ça n'a pas de sens. » Moi, je dis « Mais rien que visuellement, ça rend l'animé vachement plus cool que simplement des mecs qui restent sur leurs pieds et qui bougent pas et qui font du surplace. » Alors que là, tu as un enjeu physique en plus. Et le concept, c'est des duels où ils font un parcours et qu'en fait ils peuvent activer des cartes magie en fonction du nombre de compteurs magiques qu'ils ont accumulés en faisant des tours de piste. Je trouve ça super. Dans ce podcast, on aime 5D. Si vous n'aimez Oui, pas 5D, vraiment. merci de fermer ce podcast car vous n'entendez pas ce que vous voulez Non, entendre. non. Je défendrai on vous 5Ds fera du avec mal. ma vie. Non, 5Ds, c'est pareil, hein, c'est un de mes animés préférés dans Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est ma génération préférée. En vrai. Je suis d'accord. Moi, c'est mon souci de 5D, c'est que c'est incroyable, mais ça se casse la gueule par moment. Il y a des moments où tu sens que là, il y a eu des problèmes de production.
Et t'as des arcs qui n'ont pas vraiment le lieu d'être, ou alors tout ce qui est après les pactes Titans des Ténèbres, c'est... On sent que voilà, ils avaient le plan jusque-là, et après il a fallu réinventer des choses, et ça... C'est moins bon, quoi. Genre, c'est moins mais consistant tout le temps. je me dis, c'est un peu ce qu'on a aussi dans toutes les saisons de Yu-Gi-Oh! En fait. Dans la première, il y avait aussi des arcs qui étaient des fillers et qui étaient pas forcément super. Dans GX, t'as pareil. Je me dis que 5Ds, c'était un peu la même chose aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est dans la même continuité. Hein. On n'a pas. Bon, le truc qui m'a perturbé quand même dans la première série Yu-Gi-Oh! C'est quand ils ont essayé d'insérer un nouveau concept de jeu où c'est même plus le jeu de cartes, hein, c'est des capsules monsters. Ah oui, mais ça c'est totalement un filler, hein. C'est juste parce qu'il fallait pas rattraper le manga et donc allez, 60 épisodes de Dark qui n'a rien à voir, t'inquiète ils y auront du feu. Parce que moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est que progressivement, à mesure que les générations passent, on a les gens qui ont grandi avec Yu-Gi-Oh! Zexal, qui deviennent des adultes et qui parlent sur internet. Et c'est pas trop mal Zexal. J'ai pas tout vu de Zexal, mais ce que j'en ai vu, c'est franchement ok. Moi, je pense que dans quelques années, on va avoir genre les vidéos essais de genre la saison sous-cotée de Yu-Gi-Oh! Genre qui met une vitesse à tous les autres, et ça va être Zexal. Bah, je pense que c'est un cycle. Je pense que c'est un cycle aussi dans plein de licences. Genre dans Pokémon, c'est pareil. Il y a toujours les gens qui ont grandi avec quelque chose qui se disent non, mais c'était celle-là la meilleure parce que j'ai grandi avec. Tu vois. Ah, vous voulez ma pire take là-dessus? Vas-y. C'est que tu vois Star Wars. Ouais. Sorti bien avant notre naissance, les 4, 5, 6 adorés par les fans de la première heure, et ces fans-là, ils ont détesté les 1, 2, 3. Moi, et je pense que c'est un peu notre cas, les 1, 2, 3, franchement c'est cool quoi. Le 3 il est stylé, voilà, c'est la République qui est mon intéressante. film préféré Star Wars, hein, de je fou. suis d'accord. De fou. Ah ouais. moi je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Et du coup on se dit, bon, les fans de la première heure, ils disaient un petit peu de la merde, ils étaient juste trop biaisés. En fait, il y a des trucs bien qui se sauvent et même ça se regarde très bien. C'est une belle extension de la licence. Mais nous, on regarde le 7, 8, 9 et on se dit, non, c'est de la merde. Non, c'est absolument, il y a rien à sauver. Mais par contre, il y a des gens plus jeunes qui surkiffent le 7, 8, 9, tu vois, par exemple. Star Wars préféré de mon frère, qui a 12 ans de moins que moi, c'est le 7. Le 7 ? C'est le 7. Mais j'aime bien le 7. Moi j'aime bien le 7, mais je dirais pas que c'est même. mon Star Wars préféré, quoi. Genre, et c'est peut-être le moins pire de la trilogie, mais... Oui, il est ok, tu vois. Oui, c'est ça. Alors, si on part dans un débat Star Wars, le podcast, il va durer 3 heures. Parce que là, j'ai des choses pas très gentilles à dire. Non, mais, dans quelques années, je crois qu'il va y avoir une armée de vidéo-essayistes cinéma qui vont dire « Vous n'avez rien compris à la postlogie, en fait. » Ouais, non, le 9, il est indéfendable. Hein. Je suis désolé. Le 9 je suis d'accord. Pour le coup, le 9, il fait mal. Le 8 est défendable, le 9... En vrai, j'aime bien le 8. Le 8 est sympa, mais il détruit la trilogie. Enfin, c'est impossible de continuer après, quoi. Mais tu sais, par rapport au 9, pour juste faire une parenthèse très rapide là-dessus, je pense que le pire truc, quand tu regardes un film, c'est quand tu prends conscience que c'est une production, et que ça a été une production chaotique, parce que tu as des idées de scénario établies dans les films précédents, qui sont écourtées ou entremêlées avec d'autres trucs, et qui se contredisent un peu, et même des personnages qui sont mis complètement de côté ou oubliés, et que en fait, tu ne regardes pas une histoire, tu regardes une production chaotique. Et je pense que c'est le pire truc que tu peux faire quand tu réalises n'importe quel type d'œuvre. Pour moi, Star Wars 9 n'est pas un film, c'est un enchaînement de plans. Je sais pas si c'est clair. Mais je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, pour revenir sur Yu-Gi-Oh! Dans ce cas, puisqu'on parle de passage de génération, les amis, Yu-Gi-Oh! C'était mieux avant ou pas? Moi c'est un nom catégorique pour le coup. Alors pour moi c'est nuancé quand même, oui, parce que je suis un homme plein de nuances. Voilà. Je dirais que c'était plus digeste au niveau de la jouabilité. Genre n'importe qui, même monsieur, madame, tout le monde, genre tu prends les decks de départ avec Yugi, Kaiba, même Pegasus ou Joey à l'époque, et en 1 heure la personne a compris les règles. Et même par rapport aux effets, ils sont pas complexes. Mais par contre, dans les cartes d'aujourd'hui, je pense que le plus frustrant, c'est au lieu d'avoir une carte qui peut avoir 1 ou 2 effets, voilà, c'est encore jouable. Maintenant, tu as une carte qui peut faire genre 5 effets différents. Ça, je trouve ça un peu abusé. Et je pense que ça a ruiné le jeu. Ça, je pense que c'est surtout un problème de TCG en général et pas que de Yu-Gi-Oh! Pour le coup. C'est le problème du power creep. Moi j'avoue que le pic Yu-Gi-Oh! Je trouve, c'est 2010.
On est genre après, genre autour du format Edison, on a je trouve cet entre-deux qui va assez vite, mais qui est quand même encore assez simple, des effets qui ont des cartes avec des effets qui sont assez compréhensibles. Mais du coup c'est ça que à un moment t'es obligé de continuer à vendre des sets et donc de faire des cartes encore plus puissantes que les autres, et du coup ouais tu finis avec des trucs qui sont trop accessibles et trop puissants pour par rapport à avant, c'est sûr. Ouais. Je vois ce que tu veux dire là-dessus. Après, c'est ça aussi, je trouve que c'est un autre jeu maintenant. Moi, je suis plus un joueur moderne aujourd'hui. Je trouve Je suis aussi un joueur moderne pour Ouais. le coup. Hein. Genre, Crazy, sort Moi, ta je suis un deuxième vieux épée. con. Bats-toi. Moi, je suis un vieux con, je suis un boomer. C'était mieux avant. Maintenant, Yu-Gi-Oh, c'est devenu woke. Voilà. Il y a des femmes dans mon jeu, j'aime pas. Moi, je veux voir que des hommes musclés. C'est tout ce que je veux. Non mais c'est vrai que on a tous grandi avec Yu-Gi-Oh et on a tous connu les toutes premières règles. Et quand on était petit, on s'amusait avec pas grand-chose. Mais si tu me mets avec des vieux decks de la première saison, je pense que je m'ennuie pour le coup. Ça, moi, j'ai jamais compris. Aussi, genre, tu sais, j'ai rien contre le rejouer rétro. Il y a des formats qui sont très rigolos. Mais les mecs qui ont des rêves de le GOAT format de 2004, où tu joues pot de cupidité, charité gracieuse, et tu invoques, fracasses le guerrier magique 8 tours d'affilée. Moi, c'est pas. J'arrive Non, c'est pas à vraiment concevoir, trop. quoi. C'est trop long, c'est juste. En fait, la stratégie, elle est pas vraiment là. C'est vraiment. J'ai l'impression, en tout cas, pour le GOAT format, c'est vraiment. T'as trop une part de chance qui est trop présente. Où le deck building, c'est vraiment toujours la même chose, en fait. Et du coup, ça stimule pas ma créativité. Du coup, j'aime beaucoup moins les toutes premières saisons. Et après, évidemment, on ne critiquera pas les joueurs qui jouent. Ah non, mais faites ce que vous voulez. Il y a qui beaucoup de jouent nostalgie trou dedans. noir, voilà, une fois tous les 2 tours. On les critiquera pas, on va juste aller chez eux et brûler leur maison. Non, mais après, la nostalgie, elle fait beaucoup pour le jeu aussi. Il y a beaucoup de gens qui se remettent à Yu-Gi-Oh! Parce qu'ils se sont dit, ah, à l'époque, j'aimais beaucoup ça, donc ça fait vivre le jeu aussi. Mais c'est pas une époque à laquelle j'aimerais revenir, en tout cas, dans le jeu de cartes. C'est au moment des links que là, c'était vraiment pour moi la licence. Pour moi, je ne peux pas y jouer. Pour moi, c'est vraiment dans le tombeau à tout jamais. Là. En vrai, Crazy, c'est marrant parce qu'on a eu la même réflexion, mais on l'a vécu différemment. Dans le sens où tu t'es dit, il y a trop d'invocations spéciales, j'arrête de jouer. Et moi, c'était en mode, il y a trop d'invocations spéciales, je vais les empêcher d'en faire. Ah oui, moi, c'est vraiment le scénario shonen en mode non, faut laisser tomber, ils sont trop forts. Mais on peut les vaincre avec le pouvoir de l'amitié et un nouveau deck mieux construit. Bah, littéralement, c'est pour ça que j'ai créé mon deck True Draco Météo, en fait. C'est parce que j'avais la place de mettre une carte qui s'appelle l'éruption des monarques et qui dit toutes les cartes qui s'invoquent spécialement n'ont pas d'effet. Je me sens attaqué actuellement. Moi, je suis. Waouh, j'ai l'impression d'être le seul Jedi alors que je suis face à l'armée des Sith devant moi. Mais... Comment ça, les Sith? Ah, utilise ta colère, utilise ta haine. Mais il ne peut y en avoir qu'un dans ton deck. Mais si tu remarques, à la base, c'était un peu ça à la base. Hein. C'est vraiment tout le monde s'amusait avec les Invox P. Et ils étaient en mode ouais. En fait, c'était surtout parce que j'aimais pas la méta de l'époque aussi. Et du coup, j'ai essayé de trouver quelque chose qui ressemblait plus à ce que moi je jouais et qui pouvait quand même les contrer. Du coup, j'ai fait True Draco Météo avec Éruption des Monarques dedans. Ce qui était amusant, je me rappelle. Parce que la première fois où j'ai vraiment plongé dans le Yu-Gi-Oh! Compétitif sans vraiment trop le comprendre, mais où j'ai eu cette première aperçue, c'était le championnat de France 2019. Et c'était... Parce qu'avant, on jouait juste entre nous sur le vieux serveur Discord, et on faisait nos petits decks casuals comme ça. Et l'ambiance était trop marrante parce qu'il venait d'avoir la banlist qui interdisait, genre Firewall enfin, plus un peu... Enfin, genre, il détruisait Gookie. Et c'était très drôle de parler aux gens, parce que j'avais l'impression d'être au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Tu sais, il y avait eu, c'était de 8 mois d'horreur, que les gens enfin levaient la tête, c'était en mode « Oh, c'est bon, ça va ». Et moi, toi, tu arrives à ce moment-là, mais tu t'as rien connu de ça. T'étais juste en mode « Ah ouais, c'était si dur que ça ». Oui. Ouais. Oui. On a vraiment vécu les tranchées. Hein. Quand tu faisais les tournois, c'était horrible, tu voyais que ça. En vrai, il y avait aussi Dragon Tonnerre, c'était chiant. J'aimais pas. Ouais, ça arrivait après, mais j'aimais pas quand même. On va continuer cette discussion en allant encore plus loin. J'ai un segment pour vous. Je vais vous demander, celui qui veut en premier, donnez-moi votre hot take de Yu-Gi-Oh! Et peu importe ce que vous allez dire, je vais prendre l'inverse. Genre... Vas-y, Crazy. On a hâte d'entendre. Ah oui, comme ça, il me jette la grenade. Vas-y, Ok, très bien, Anda. pas Je te de laisse choix. le bébé.
Ma hot take par rapport au jeu de cartes en lui-même, tu veux dire? Ouais. Je pense que ce qui rendrait le jeu un peu plus digeste, c'est un problème que j'ai mentionné il y a quelques minutes de ça, c'est que maintenant il y a de plus en plus de cartes que même des simples cartes magie ou des simples cartes pièges qui ont genre 2 voire 3 effets pour la même carte et qui sont pas des effets soft. C'est que des effets qui peuvent vraiment changer le cours de la partie du tout au tout. Et je pense que au lieu de faire, comment dire, réunir 3 milliards d'effets sur une seule carte, varier davantage le nombre de cartes en fait. Genre, par exemple, avoir une carte qui a maximum 2 effets, et si tu veux rajouter un effet supplémentaire, tu mets ça sur une autre carte avec une autre illu, ce que tu veux. Voilà, et c'est pareil pour les cartes monstres. Crazy. Est-ce que tu as eu ton bac? Alors, sachant que je suis belge et qu'on n'a pas de notion du bac, L'équivalent. tu commences à me L'équivalent. casser les pieds. Crazy, lis la carte. Lis l'effet sur la carte. Crazy. Mais Tu as. c'est je pas sais une plus quel âge tu as, mais tu c'est as pas une presque 30 ans. question. C'est pas une question de lire, c'est une question. Attends, c'est une question de jouabilité. Et que du coup, ça offre de moins en moins de perspectives de jeu. En fait, c'est Moi, pas une question de Mais lecture. justement, c'est bien C'est parce une que que- tu as moins de cartes à retenir et tu as juste une carte qui fait tout. Et du coup, tu as juste besoin de faire un petit combo avec 3 cartes et c'est bon, tu as fini ton board, non? Non, mais du coup, moi, ce que j'aime bien aussi dans Yu-Gi-Oh, c'est le côté shonen, où t'as la moitié qui se base sur tes stratégies, sur la manière dont t'as construit ton deck, mais aussi sur la partie chance et opportunité qui change un petit peu. Et que voilà, avoir une carte qui peut te sauver de 3 meilleures situations, je sais pas, c'est comme si t'avais un pistolet qui fait machine à café également, qui éteint les incendies, qui tue genre 20 adversaires en même temps en appuyant sur la détente. Voilà. Ok. Crazy, tu sais quoi? Je pense que ce qu'il te faut, c'est un nouveau format. Et je pense que le format Yu-Gi-Oh! Qui te plairait le plus en ce moment, c'est le Rush Duel. Parce que vraiment, c'est des règles qui sont très simples, que tout le monde peut apprendre. Les effets, il n'y en a pas 36 000. Et je pense que tu vas retrouver les sensations que tu avais à l'époque parce que c'est les vieux monstres. Mais t'as aussi ce côté un peu retournement de situation, t'as plein de trucs cool comme ça. Je pense que le Rush Duel, ça te plairait vraiment pour le coup. Intéressant. Mais il n'y a pas en France. Donnez-nous le rush Oui, duel en France. Là, Ma on en hot a take, marre. c'est vraiment le Rush Duel devrait atterrir partout. C'est fou. Non, c'est fou. Ok, mission shonen. Mission shonen, on prend un avion, on va au Japon. Allez, on Et essaie on de les achète convaincre. les decks Rush Duel, let's go. On achète les droits de la licence, on les produit chez nous. Allez, c'est parti quoi. Pitié, par pitié, mettez le Rush Duel en France, je vous en conjure, je veux jouer au Rush Duel. Ok, j'appelle NordVPN, on va réunir là-dessus. Let's go. En vrai, ce qui est intéressant, enfin, je trouve quand même qui est rigolo par rapport à ce que tu dis, c'est que je pense que c'est quand même un problème que Konami a en tête et tente d'intégrer dans leur design. Alors bien sûr, il y a des limites. Pour moi, les cartes qui ont 3 effets, je pense qu'à un moment, il en faut parce que c'est juste le power creep et que le jeu est fait tel quel. Mais dans le design, la dynamique, par exemple, en ce moment, on a un deck qui s'appelle Ryzeal, qui est ce qui fait est conceptuellement simple à imaginer. Et pour moi, c'est un petit peu ça la solution. Je trouve que une carte peut avoir du texte. Il faut juste que ce texte-là soit cohérent et fasse en fait une carte est juste une seule direction où elle dit où en fait tout ce qu'elles font amène vers un seul but commun. Comme ça fait que toi dans ta tête tu n'as pas besoin de tout te rappeler. Tu te dis ok, celle-là elle fait plus ou moins ça. Elle fait ça très bien, mais c'est ce qu'elle fait quoi. Mais en fait, du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que il faudrait que la carte, si une carte est bien faite, si elle a beaucoup de texte, c'est pas grave tant qu'elle est cohérente avec son archétype en fait. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, tu sais que je suis d'accord avec l'idée de Crazy que genre il faudrait que une carte qui fait tout, c'est un peu chiant. Mais que c'est vrai que genre c'est une carte peut faire beaucoup de choses, mais tant que c'est sa lane dans sa lane de ce qu'elle fait, je pense que c'est ok souvent. Ou ouais. Oui, Je suis un peu de cet avis, dans le sens où quand il y a des archétypes... Enfin, c'est littéralement le problème de Dragoon, en fait. Quand t'as une carte qui fait tout et que t'es en mode, bah, je la mets dans tous mes decks, c'est chiant. Alors que quand t'as un archétype qui marche tout seul, j'aime beaucoup aussi. C'est agréable à voir. Toi Mélo, t'aurais une hot take sur Yu-Gi-Oh, ça serait quoi? Bah, Yu-Gi-Oh, c'était pas mieux avant. C'est Yu-Gi-Oh, c'était pas mieux vraiment avant pour le coup. Attention, je dois prendre Non, l'inverse. pour moi, c'était pas mieux. Comment ça? tu trouves que aujourd'hui c'est bien. Le jeu il est bien je trouve- aujourd'hui. Je trouve que le jeu est bien aujourd'hui. Alors, malheureusement, il est pas aussi accessible qu'à l'époque. Mais de base, le jeu était pas. Je trouve que le jeu à la base, il était pas super accessible. Donc, Comment ça? Y a rien de plus accessible que d'invoquer un dragon Alexandrite avec 2000 d'attaque. d'accord. Hein? Mais en fait, expliquer à quelqu'un qu'il faut faire un sacrifice avec 6 étoiles ou 2 avec 7,
Je trouve que c'est pas intuitif. Et même, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont pas intuitifs. À la base, les attributs ils servaient pas à grand-chose. Littéralement, si tu remplis ton deck de monstres avec beaucoup d'attaques, t'avais gagné. la meilleure carte la meilleure carte de l'époque, c'était le chasseur mécanique. Parce qu'il avait 1850. Ce qui est rigolo, c'est que je trouve que un des problèmes fondamentaux de Yu-Gi-Oh! Qui est du coup irréglable, parce il fait partie des fondations du jeu aujourd'hui, mais c'est qu'il a à la base pas été pensé pour un jeu de cartes. Oui, c'est vrai. Tu sais, C'est vrai. explique-moi pourquoi est-ce qu'on a les serpents, les serpents de mer, les poissons et les aquas. Mais ouais, c'est un peu bizarre. Mais oui, effectivement, à la base, c'était juste un jeu dans un manga. Donc oui, forcément, les règles n'ont pas été pensées en amont pour que ça marche comme ça. Mais finalement, ils l'ont fait marcher, donc c'est cool. Il y a aussi une grosse mode à un moment donné des monstres type psychique. Ouais, pour les 5D, ça, les synchro, ouais. Là, tu vois, Crazy, moi, je suis en train de devenir d'accord avec toi. Parce que, tu sais, avec YouTube, on a de moins en moins de temps pour s'investir dans nos passions. Et moi là, je commence un peu à perdre le fil de certains nouveaux decks où je tente de les tester, où je les regarde et je fais non, bah ça sera pas pour moi ça. Oh là là, c'est trop compliqué. Non, c'est n'importe quoi, les combos ils sont trop longs. Et tu vois, j'ai le Yugi Boomer qui arrive vers moi progressivement, qui vient. C'est juste que t'as moins de temps. En fait, c'est pas que c'est trop compliqué, c'est juste que vous avez moins de temps pour jouer au jeu et que du coup, bah, les decks qui sortent en ce moment, ils demandent de l'investissement que vous avez pas. C'est pour ça que j'adore les decks héros élémentaires, héros masqués, parce que t'as des combos très simples. T'as un combo de type O, t'as un monstre élémentaire, tu le fusionnes, hop, t'as 0 absolu. Et par exemple, pour invoquer un héros masqué, toi juste utiliser une carte magie, changement de masque, et hop, tu changes, tu prends le même attribut du héros, et tu prends juste un héros du même attribut dans ton extra deck, et hop, c'est parti. On commence à arriver vers la fin de tout ça. Si vous voudriez changer un truc dans Yu-Gi-Oh, ça serait quoi? Ah, waouh! Je pense pas qu'un seul truc ça suffise à améliorer Yu-Gi-Oh! Dans son ensemble de manière significative. Donc c'est compliqué de dire une seule chose. Mais s'il y avait une seule chose qui pourrait rendre le jeu plus accessible maintenant, ce serait changer la tronche des cartes. Parce que je trouve que les informations, elles sont trop floues. Genre, ton effet, c'est un bloc de texte. Alors que si tu séparais ça en petits points, ça serait déjà plus clair. Les étoiles, ça sert à rien presque. À part du coup pour les exis maintenant et les synchros. Si tu mettais le nombre de sacrifices nécessaires à l'invocation d'une carte, ça serait bien du coup. Je te suis pour le texte, je suis moins pour les étoiles. Je trouve que ça fait trop partie de l'identité du jeu. Mais pour le texte, je suis d'accord. Maintenant, ouais. oui, mais le fait est que c'est compliqué. Enfin, c'est une règle à apprendre que si c'était un texte, t'aurais pas à l'apprendre. Ouais, mais en fait. est-ce qu'aujourd'hui tu invoques par sacrifice en vrai? Oui, parce que je joue Fuva. Moi dans mon deck, joue c'est trop important, Draco. d'accord hein. Je joue trop Draco, ok. J'invoque par sacrifice, moi, monsieur. Draco ne sacrifie pas des monstres en fait, juste. Oui, mais je sacrifie quand même des trucs. C'est écrit dans le texte. C'est écrit, vous pouvez invoquer cette carte en sacrifiant une magie ou piège continu que vous contrôlez. Une, ils vous le disent. Oui, mais c'est pour Masterpiece. 2. 3. Non, 2. 3. Ah ouais, 3. Bah voilà. Tu peux l'invoquer par 3. Oui, donc les étoiles n'ont aucune. Donc c'est dans son effet. Les Oui, c'est étoiles ne vrai. sont pas précisées là-dedans, j'ai Oui, raison. non, mais d'accord. Mais le fait est que si tu veux jouer aux règles de base de Yu-Gi-Oh, c'est chiant. C'est vrai. C'est vrai. Toi, Crazy, tu dirais quoi? Après, il y a des trucs que je trouve intéressants parce que tant qu'on parle de l'affichage des cartes, un truc que même si je suis pas fan du concept d'invoquer en masse comme ça, mais les monstres Link, la manière dont utiliser le cadre de la carte pour pointer une direction spécifique, pour pointer un emplacement de carte, c'est que ça faisait des années, je me disais, ouais, faudrait qu'ils jouent vraiment sur le côté l'emplacement des cartes, sur comment c'est aligné pour faire des combos par rapport à ça. Et avec les monstres Link, tu peux vraiment jouer là-dessus. Et c'est vrai que par rapport au jeu de cartes, jouer encore une fois sur l'interaction du terrain. Et je pense, si je devais changer un truc au jeu, c'est une utilisation un peu plus poussée de tout ce qui est magie de terrain. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est un truc un peu négligé. Ça dépend des archétypes, évidemment. Mais voilà,
peut-être jouer plus vraiment sur l'aspect terrain Ouais. en elle-même, comment les cartes peuvent interagir en fonction de leur proximité, ce genre de truc. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est parce que aujourd'hui, c'est vrai que les magies de terrain dans Yu-Gi-Oh, c'est un peu des magies normales, mais plus, entre guillemets, juste plus puissantes. Et on est très loin de l'époque où les magies de terrain s'appliquent aux 2 joueurs, par exemple. Il y en a quelques-unes, mais elles sont vieilles. Et aujourd'hui, ta magie de terrain, c'est cherche une carte et fais un truc. Alors que c'est vrai que on a un peu perdu ce côté iconique, identitaire du terrain, où genre, oui, c'est un terrain, c'est une zone de combat que tu actives qui met des buffs et des debuffs aux 2 joueurs, quoi, genre. Et c'était ce qui était un petit peu, je trouve, l'identité de la magie de terrain qu'on a un petit peu changé. Et c'est vrai que ça pourrait être plus intéressant d'avoir des terrains qui appliquent des effets globaux, en fait, ouais, c'est ça. Ah, mais du coup, ça handicape vraiment l'autre adversaire. Bah ça dépend parce que ça peut ouais, tu changes ta manière, enfin ça change la manière de jouer, quoi, genre finalement. Ouais, faut pas que ça soit trop bloquant, mais faut que ça soit Monde zombie, ça te bloque, hein, pour le coup. Hein, oui, c'est ça. dans, C'est ça que ça finit toujours en mode OK, affecter les 2 joueurs, ça veut dire bloquer, mais je pense qu'il y aurait un truc genre tu sais le jeu Chicken Game, je me rappelle plus comment ça Ah, s'appelle. Chicken Game, oui, Ouais, je c'est vois, ça. je vois. Qui dit Mm. que chaque joueur peuvent activer pour piocher une carte, hein, quelque chose comme ça. Ça, c'est des terrains que je trouve intéressants qui ont leur place en tant que terrain. Mais c'est sûr Mm. que genre le terrain cache-tira, qui genre bah oh, te cherche un cache-tira, t'es en mode bon bah ok, oui, c'est une magie supplémentaire, quoi, en fait, c'est sûr. Crazy, t'as testé, je sais pas si t'as vu les Veilands, peut-être, je sais pas si Ouais, ça c'est à ça que je pensais quand Crazy a dit ça. Ça me tient un truc. Alors, comment tu l'écris? Vaylantz. L-A-Y-L-A. Et je pense que regarde un replay YouTube, et en fait justement eux ils jouent sur les zones, justement ils peuvent les cartes disent littéralement bouge, mets cette carte dans la zone d'à côté, quoi. Mais Oui, en fait, tu joues à ça comme un jeu de plateau, et je trouvais ça rigolo aussi, mais j'ai pas réussi à le faire marcher bien. Il y avait, je ne sais plus dans quel jeu Yu-Gi-Oh, dans quelle version, t'avais un concept de carte maîtresse où t'avais un espèce d'avatar qui était pris en compte, un peu comme dans le dessin animé, où à un moment donné, t'avais Yugi, par erreur, il avait choisi Kuribo. ah ouais, ça. Voilà. Et qu'à un moment donné, dans le duel, genre au beau milieu, il pouvait activer l'effet de Kuribo, tu sais, au beau milieu de son truc. Bah ça c'est un peu Et, je pense les compétences de speed duel, ça, non, je pense. C'est Oh non, ça. il y a voilà, ça, mais dans exactement. World Championship, je crois. C'est trop marrant, ça. Ah, En vrai, ça, je peut-être. sais pas du tout. Il me semble que dans 2011, il y avait ça. Il me semble. Ça fait longtemps, il faudrait que j'y rejoue. Une manière de J'ai faire trop du envie d'y rejouer commandeur, maintenant. mais dans Yu-Gi-Oh! Ça serait intéressant, j'avoue, c'est vrai. C'est ouais. pas vraiment du commandeur parce qu'en fait, tu la piochais ta carte maîtresse. Ah, T'avais une compétence pour la piocher quand tu voulais. ok, C'est intéressant. une sorte de Destiny Draw pour une seule carte. Bah Qui putain. serait super fort dans Yu-Gi-Oh! Ce serait horrible. Mais moi je pense qu'il y aurait des formats alternatifs à développer. Je me rappelle, Crazy, on avait joué un petit peu en Trinity à l'époque. Oh oui, c'était bien Ah. ça. Tout à fait. Putain. Oui, attends, la règle du Trinity, c'est genre. Pas 2 fois les Je mêmes peux- cartes. Voilà, c'est ça. Et Ouais, 3 c'était invocations grave spéciales fun, max, quelque chose comme ça, ou 3 invocations par tour, c'est ça, ouais, Ouais, c'est ça. Voilà. Et comme ça pousse à l'imagination, ça pousse à avoir des ressources limitées également. Donc c'est cool. Ça pousse aussi à avoir des tours qui font pas 5000 ans avec 2000 combos. Et qui ont pas 2 fois la même gueule aussi. Mm. C'est vrai. Non, mais ce qui est intéressant, c'est Mais que je pense c'est que t'as différentes manières d'apprécier le jeu, quoi. Donc, c'est que t'as le format en fait standard compétitif. Et ce qui est triste, c'est que souvent, c'est la seule chose qu'on te présente de Yu-Gi-Oh! Alors qu'en vrai, ne serait-ce qu'en jouant en casual, en cube, en draft, en n'importe quoi, t'as d'autres manières d'apprécier, de réapproprier le jeu, en fait. Je pense que c'est plus ça qu'il faut retenir. Les amis, Oui. on arrive un petit peu au bout de notre temps. Pour clôturer un petit peu ça, j'aimerais votre avis sur un truc en particulier. Tu vois, D'accord. on va tenter de créer un thème. C'est qu'à la fin, maintenant, je tente de présenter les choses. Et vous allez me donner votre opinion sur ceci. C'est un article. Ok. Qu'est-ce que c'est que Une ça femme Alors. vend la collection entière Yu-Gi-Oh! De son mari aux enchères. Oh. Je vous explique. Ah Je vais lire un petit peu ouais. l'article pour les gens qui nous écoutent. Mais Hein. donc sur Yahoo Enchères, vous avez une femme qui propose toute la collection de son homme là-dedans. L'offre comprend un total de 26 boîtes multipacks de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! Dont 25 ne semblent pas avoir été ouvertes. L'ensemble également comprend une série de early sets, des paquets de Magic Ruler, Pharaoh Servant, Curse of Anubis, plein de trucs de tes toutes premières années de Yu-Gi-Oh! Et son message dit « C'est ma première annonce sur Yahoo Auctions pour me venger de mon mari qui m'a trompé. J'ai décidé de vendre sa collection.
Les articles n'ont pas été ouverts, donc je serais ravi d'en tirer un bon prix. Donc voilà, elle explique un petit peu la suite là-dedans. Et l'enchère a monté à 62 800 $ à l'heure de l'article. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que si ton mari te trompe, t'as le droit de vendre sa collection de cartes Yu-Gi-Oh! Alors là, mon cerveau, il est vraiment scindé en deux. Parce qu'il y a que les sites qui parlent en absolu. Mais d'un côté, je me dis, bon, c'est dégueulasse pour le mec parce qu'il a vraiment misé parce que pour avoir une collection pareille, il faut quand même y passer des années, des milliers et des milliers d'euros à investir. Et en faire une collection pour peut-être éventuellement après le revendre plus tard, pour après se mettre bien. Tu sais, peut-être que le mec, il a un objectif de vie, un objectif de carrière par rapport à des collections pareilles. Donc, tu niques un peu son objectif et sa perspective d'avenir, ce qui est quand même dommage. D'un autre côté, je me dis, fallait peut-être laisser ta bite dans le pantalon, monsieur. Voilà, ça ne serait pas arrivé. Et donc, la femme... se venger, sa vengeance c'est un peu légitime. Parce que du coup, elle a fait 62 800 $ avec ça. Ce qui est, pour 25 displays, je sais pas à quel point ça les vaut, quoi. En fait, la question, est-ce qu'elle a fait une bonne affaire ou pas? Honnêtement, c'est une bonne question. Je sais pas à combien se vendent ce genre de pack, donc comme je suis pas vraiment dans la sphère collectionneur et que les premiers sets ne m'intéressent pas du tout, je connais pas du tout les prix pour ce genre de box. Mais alors, si dans les commentaires, s'il y a justement des personnes qui se connaissent en collection, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires parce que ce serait méga intéressant d'avoir des. Pour 25 boîtes, 25 boîtes scellées, une pas scellée, des tout premiers de Magic Ruler, Curse of Anubis, ces choses, la Pharaoh Servant. Sachant qu'on sait pas non plus. En fait, le truc, c'est que c'est difficile à estimer parce qu'on ne connaît pas non plus l'état des boîtes en question. On connaît pas l'état des boosters à l'intérieur. Donc, je sais pas. Imaginons qu'elle en ait tiré un prix plus ou moins correct pour ça. Qu'elle ne soit pas fait baiser par les arnaqueurs. Qu'est-ce que. Légitime ou pas légitime? La vengeance, tu veux dire? Ah bah rien ne fait plus mal qu'un cœur brisé, voilà. Hein. Donc on connaît pas évidemment l'état de la relation, parce qu'évidemment une relation peut être très complexe, voilà. Mais voilà, c'est vrai que tromper quelqu'un c'est toujours moche. Et un petit retour de karma, voilà, pour se soulager. Est-ce qu'elle a le droit de garder le fric? Bah ça c'est le problème, c'est que c'est l'éthique. Ça c'est un autre truc, c'est littéralement c'était à lui. Est-ce que c'est du vol, tu vois? Est-ce que c'est légal? Ils Comment sont mariés, ça se passe? techniquement. Hein, c'est à tout ce qui est témoin à toi, hein, après. Mais c'est. En même temps, quelle idée de se mettre en couple et de se marier déjà, voilà. En même temps, ils cherchent les problèmes. À partir de là. Je suis marié avec un joueur de Yu-Gi-Oh! Bref, mais c'est. Voilà. En plus, ok, c'est il se voilà, lave pendant les tournois, mais le reste du temps. Non. Voilà, Madame accumule les fautes, donc voilà. Ah oui, c'est sa faute. C'est sa faute qu'elle a épousé un jour de vie, bien sûr. Ah oui, c'est comme ça que tu le. Bien sûr. Intéressant comme point de vue, Crazy, ça. Bizarre. Bizarre. Et pas du tout toxique, pas du tout. Au vu de, je regardais un peu le prix des boosters du coup sur Card Market. Je pense qu'elle a fait une excellente affaire. Ok. Ah, Parce que- ça change tout. Parce qu'en fait, les boîtes. Alors, malheureusement, il y a 2 sur lesquelles j'ai pas d'informations. Mais les boîtes, en général, elles tournent entre 1000 et 1500. S'il y en avait 26, elle a fait une très bonne affaire. Mais du coup, ça veut dire que le mari, il peut même pas être mad. Et elle est en mode, mais. Bah écoute, je t'ai doublé ton truc. Je t'ai fait un. Bah, il peut être mad dans le sens où, justement, c'était. Enfin, il peut être mad. Après, c'est lui et son. Et Ouais, fuck around and find out. Ses quoi. actions, quoi. Bien sûr, ouais. C'est son. Ouais, fuck around and find out. Hein, pour le coup, je sais pas combien de temps ça durait, je sais pas combien de fois il a cheaté aussi. J'imagine que c'est pas une seule fois, si elle est dans cet état. Et ouais, il peut être mad parce que de base, j'imagine que c'est une collection, c'était pas la vente à la base. Il voulait les garder, ces Ça se trucs. tient, c'est un petit peu son identité que tu vends, quoi, genre. Mais du coup, la question que je vais vous poser, on peut voter, peut-être, c'est ça. Est-ce que cette meuf, genre, dans cette situation, est-ce que vous auriez fait pareil ou pas? Non, Non. je suis pas aussi. Crazy, Je tu suis dirais quoi, tellement. toi En fait, le truc, c'est que je suis tellement pas rancunier que c'est pas possible. point Je d'ange, serais quoi. juste triste. Ouais, Et je partage ma avis généralement quand quelqu'un me fait un truc extrêmement moche qui me brise le cœur. Moi, je me contente de couper les ponts et hop, chacun part de son côté. Mais voilà,
C'est vrai que je trouve ça assez impressionnant d'avoir les couilles de piquer toute une collection que quelqu'un a mis des années à accumuler pour se venger un petit peu. Est-ce que je valide le truc? Non, mais je peux essayer de comprendre. Ah ouais, de fou. Mais c'est pas un truc que moi j'aurais fait. Moi non plus, hein. Moi non plus, hein. Non, moi je suis pas rancunier. T'inquiète. Jamais je le ferai, jamais. Non, moi chercher de la validation avec des gens avec ce pote, pas du tout. Non, en vrai, Non, je mais je pense suis que d'accord c'est avec juste- vous. non, Je suis d'accord avec vous, bien sûr. C'est juste un problème de confiance en moi. C'est juste que je m'estime pas assez pour, Ouais, moi aussi. pour me venger. En Moi fait. aussi. C'est tout. Non, mais c'est vrai. Donc toi, tu l'aurais fait du coup. Non, bah Voilà, non, c'est non, enfin. si la personne... Écoutez, Non, mais Non, Non, en mais vrai, excusez- on veut savoir ton avis aussi, Théro. Vas-y, Dis-nous. ouais, ouais. Voilà, tu l'aurais fait. Frérot, Dis-le. c'est vrai. jamais je Toi, l'aurais tu aurais fait. brûlé Non, la mais maison. Non, jamais. bien sûr, bien sûr. Jamais de ta vie. Écoute, enfin. Comment ça, j'ai dit mon avis en dernier? Bah, jamais. Voilà. C'est mon. Non, mais si, en vrai, Il ça m'intéresse. s'adapte. Parce que, bon, Tu es il, tel faut, un caméléon, tu t'adaptes. il faut tout pour faire un monde, dis-nous. Non. J'aurais peut-être Comment envisagé. ça, non On est amis depuis 10 ans, Théro. Ah, On ok. peut tout entendre, tout. Ouais. J'aurais Il peut-être aurait réfléchi. Mais. Voilà. Non, mais Ça après, lui il aurait y a traversé réfléchir et l'esprit. passer à l'acte pour le coup. Voilà. Le fait que ça traverse l'esprit, c'est compréhensible aussi. C'est comme quand tu disputes avec quelqu'un, etc. Tu te dis, ouais, je vais te fracasser la tête, etc. Mais il y en a, ils le disent, mais jamais de la vie ils le feront. Comme il y en a, il y a 50% de chances qu'ils le feront. Tu vois, et là, ça devient flippant. Par contre, si la personne, genre, au-delà d'une relation entre amants, un espèce de triangle amoureux, si la personne avait fait un truc plus grave, genre, je sais pas, tu pousses mémé dans les orties, non seulement je te pique ta collection de cartes, mais je te pique tes meubles, voilà, on y va. Hein. Après, c'est un acte différent du coup. C'est que tu t'attaques pas en gros, si quelqu'un te trompe, c'est une attaque sur toi. Et du coup, tu te dis en mode bon, bah tant pis, on coupe les ponts. Dans ce cas, la Mais si question c'est devient quelqu'un intéressante. d'autre dans Au ton bout, entourage, Qu'est-ce qu'il faut que l'autre ait fait pour que tu prennes et que vende sa collection de cartes? Oh, un truc vachement moche. oh, vraiment très moche. Ouais, pour le coup. Il tue ta mère, hmm, non? Non, ça c'est. Il y a autre chose là pour le coup. Ah, là, c'est... C'est autre chose. Je suis parti trop loin, pardon, je suis parti trop loin. Ok. Voler mais la je- collection de cartes là, c'est le moins. C'est vraiment le. Ah ben le tout moi, je petit lui vengeance. arrache les yeux, je le revends au marché noir, tu vois. On reste dans le domaine de la vente, tu Non, vois. mais il faut vraiment, je pense que tu fasses du mal à mon entourage pour que je vende ta collection. Ok, ouais, pas mal. Ouais, voilà, c'est ça. Ça doit être un truc un peu extrême quand même. Ou soit un truc en rapport avec de la thune. Aussi, genre quelqu'un qui t'a piqué un truc de valeur et tu dis, ben voilà, pour essayer de Ah trouver. ouais, ok. Voilà. Ouais, mais du coup, là, c'est plus vraiment une vengeance, c'est un truc à l'amiable. Enfin, ça reste une vengeance, mais ouais, tu fais Ou ça. à l'amiable, mais sans le consentement de la personne, tu vois. D'accord, Donc, ok. En ouais. tout cas, chers auditeurs, je pense que vous Compliqué. avez appris des choses très intéressantes aujourd'hui, voilà, par rapport à vos propres relations interpersonnelles. Bien sûr. Mais dans les commentaires, vous qu'est-ce que vous auriez fait? Ça, c'est la question qu'on se pose. Hâte de voir ceux qui vendent actuellement les collections de leurs copains. On a des offres en commentaire, c'est ça. Les amis, est-ce que vous avez un mot pour finir? On arrive au bout de ce podcast. Ça, une petite dernière chose à ajouter? Est-ce qu'on peut parler à Konami directement? Oui, allez-y. C'est moi qui aurai des problèmes, pas toi, bien sûr. Par pitié, amenez Rush Duel en France, j'ai vraiment Ah, le envie de fou. jouer. Moi, tant qu'on a Konami au téléphone, j'ai envie de leur dire plus de buff pour les héros élémentaires et héros masqués, s'il vous plaît. On en a jamais assez, jamais. Je suis comme un accro, tu vois, à la drogue, tu vois. Genre plus, toujours C'est plus. que je suis vraiment S'il le vous plaît. même de le gros capitaliste qui reçoit plein à manger et genre en mode le support pour l'héros, ah pas assez, et les genre moi c'est support maléfique s'il vous plaît, support Plunder Patrol, c'est bien aussi. Tu vois une Est-ce que carte je tous peux les 4 avoir ans, tu une vas fermer seule ta carte gueule. pour libromancien? Un grand merci d'avoir été avec moi dans ce premier podcast. Merci à toi de nous avoir invités. Ok, bah voilà, ça fait plaisir. Vous, aux auditeurs qui écoutez, il y aura d'autres épisodes de ce magnifique petite chose avec d'autres personnes. Peut-être qu'on reverra Mélo et Crazy dans de futurs épisodes Oui. avec d'autres concepts rigolos. Si ça vous plaît et que vous avez envie de revenir, évidemment. Ah bah, je reviendrai avec plaisir. Quel de toute plaisir. façon. Mais pour Parler de découvrir cartes, tout mais- ça, il va falloir cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne pour avoir accès à ces magnifiques podcasts et à tout un pléthore de choses vachement bien et exclusives.
Et c'est ça. Voilà, je suis très très mauvais en marketing, mais Tu te débrouilles, tu Alors, te débrouilles. pitié, donnez de l'argent à Théro, c'est lui qui me nourrit. voilà. Donc, s'il vous plaît. si jamais il faut donner de l'argent sur la chaîne de Théro pour écouter ses podcasts, parce que comme ça, je peux me manger. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir fait ça avec nous. On se retrouve, nous, le mois prochain pour des nouvelles choses avec on ne sait pas ce qu'il y aura. Bref, cliquez sur rejoindre. Et encore merci. Cliquez Mélo. sur rejoindre, donnez de l'argent, C'est ça. soutenez la chaîne, comme ça on aura plus de vidéos. Avec grand plaisir, c'est ça. Et encore une grande fois, merci Mélo et Crazy d'avoir fait ça. C'était bien sympa. Merci à toi. Un plaisir, ma gueule. Ciao.